Bien entendu, nous sommes dans ce cadre de la célébration de d'une des journées les plus historiques peut-être de cette COP 27, cet événement planétaire qu'abrite l'Égypte dans le cadre des travaux de la 27e des travaux donc de la COP 27, avec cette participation massive, mais aussi ce regard porté sur un avenir que, comme a dit le président Fattah al-Sisi, qui espère être radieux et qui espère être le sommet de l'exécution, donc du passage à depuis toutes les promesses qui ont été effectuées depuis le sommet de la Terre, en passant par Kyoto, en passant par Glasgow, en passant par plusieurs manifestations de grande envergure qui sont parrainées par les Nations Unies chaque année, que ce soit sur le plan scientifique, technologique, océanographique, mais aussi des travaux concernant l'agriculture, la pollution, les écosystèmes, la biodiversité et d'autres sujets d'importance qui interfèrent dans le dossier du climat. Bienvenue dans le cadre de ce direct. Aujourd'hui, en direct, nous avons le plaisir de recevoir notre hôte, Monsieur Rizk Chehata, qui était militant pour l'environnement, pas au sein de parti égyptien, mais parti de la France. Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous représentez Écologie au Centre, qui est un parti qui milite pour l'environnement. Et aujourd'hui, donc, c'est une journée spéciale. C'est la journée de la science. Bien entendu, les travaux ont commencé à partir du 6 et jusqu'au 18. Hier, c'était la journée mondiale du financement. Et aujourd'hui, c'est la journée où on glorifie la science. Parlons de la science avant d'attaquer nos sujets les plus éminents dans ce programme. La science, c'est l'outil majeur, je pense, quand on veut que ça soit quantifié, les risques climatiques, ou quand on veut sauver la planète et avoir une carte comment dirais-je, une carte pour l'avenir climatologique pour le monde entier, n'est-ce pas? Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Nile TV, bien sûr. Oui, la science, s'il n'y a pas de science, il n'y a pas d'écologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de climat. Nous avons besoin de nos savants dans le monde entier. C'est eux qui vont nous diriger vers des solutions pour les objectifs de développement durable. Donc la science aujourd'hui, je me félicite que je suis invité dans la journée de la science. Nous faisons appel à nos savants pour avancer ensemble. Bien entendu, sans la science, on ne peut rien faire. Donc, bon courage pour les scientifiques. Nous, on milite sur le terrain, on essaye de trouver les solutions. Moi, je vous transmets les salutations de mon président du parti Écologie au Centre, M. Jean-Marc Governatori, qui souhaitait être là, qui a pris le bateau hier pour entrer en France. M. Governatori, par exemple, il ne prend jamais l'avion pour des convictions écologiques. Il pense que les avions polluent plus que les autres moyens de transport. Donc, il a subi une semaine de transport en bateau pour venir à Sharm el-Sheikh en direct, et là, il fait et c'est déjà une très grande concession. D'ailleurs, la France, il y a eu cette polémique de l'avion qui a transporté le Paris Saint-Germain il y a un mois de cela, ou un mois et quelques, où ils ont été hués parce qu'ils ont pris un jet privé. Retour sur les événements forts de cette journée sous le slogan de la science, bien entendu, et sa place, la place qui lui revient de droit dans cette cartographie, dans cette feuille de route, comme a dit le président Fattah al-Sisi, pour pouvoir passer des résolutions vers l'action. On va commencer par le président lui-même aujourd'hui, qui a fait une tournée exceptionnelle. Il a été, lui, aujourd'hui, il a été dans une tournée d'inspection. Il était en vélo et il a pris donc en vélo avec des Égyptiens, des jeunes Égyptiens qui ont effectué ce matin une tournée d'inspection à Sharm el-Sheikh. Je rappelle que, bien entendu, il a inspecté cette tournée dans le cadre de cette zone verte, qui est une place qui est consacrée à toute la conversion de l'Égypte en matière, en agenda qui est ami avec le climat et pour
à concrétiser et incarner l'esprit de cette conversion climatique des énergies vers les énergies amies et les énergies renouvelables et donc qui préservent l'intégrité de cette planète. Je rappelle que le président s'est également entretenu avec des jeunes volontaires et des membres du comité d'organisation qui étaient présents sur place. Le président a exprimé bien entendu sa foi et sa confiance dans les capacités de la jeunesse égyptienne, d'ailleurs la jeunesse va être un des thèmes de la COP 27 prévu pour cette fin de semaine. Le chef de l'État également a remercié les jeunes volontaires pour l'image honorable qu'ils ont présentée de l'Égypte au cours du sommet sur le climat. Donc il s'agit d'un travail qui est fait par des jeunes volontaires égyptiens. Alors, Monsieur Rizk Shehata, comment donc vous voyez l'importance de cette CAP? Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez vu que donc il y a possibilité à ce qu'on passe, que les pays industrialisés prennent leurs responsabilités et on passe d'un agenda qui est justement qui était pendant 20 ans ou plus, c'était des sollicitudes, on va passer vraiment à l'action. Et on va passer au financement. Donc, on va passer à l'action effective, surtout pour surmonter les crises où l'Afrique est au centre de ces problématiques, telles que d'autres continents qui représentent le Sud ou le troisième monde. Écoutez, moi, d'abord, je suis très émerveillé par le président Fattah el-Sisi sur son vélo et en train de donner l'exemple avec les jeunes de ce qu'il peut faire pour le climat. Donc franchement, ça fait toujours plaisir de voir, de suivre l'exemple de notre président Fattah el-Sisi. Le financement est très important également. Au fait, on ne peut pas avoir des scientifiques si on n'a pas les finances pour les aider dans leur recherche. Donc il faut que les Nations Unies finance toutes les recherches écologiques et même, je dirais mieux, il faudra un programme scolaire pour nos enfants de 6 à 12 ans pour les sensibiliser à l'écologie et au climat. Parce que quand on commence donc à éduquer les enfants, je pense que ça sera une chose très très utile pour le climat. Oui, comme vous avez dit, donc c'est justement l'exemple, ce comportement toujours exemplaire du président pour sensibiliser les jeunes et les Égyptiens et d'avoir une conduite exemplaire sur le plan international aussi, parce que d'adopter un agenda qui soit vraiment favorable et ami avec l'environnement, qui doit préserver cet environnement, réduire les émissions à effet de serre, c'est quand même un travail colossal, donc les dirigeants s'y mettent et à leur tête le président Fattah el-Sisi. On va passer à l'activité également du Premier ministre aujourd'hui, Dr Mostafa Medbouli, qui a lancé donc une série de prérogatives. Le temps est bien entendu à cette manifestation trop forte qui a été réalisée par le chef du gouvernement égyptien hier, depuis le pavillon égyptien sur lequel on va s'arrêter maintenant dans la zone bleue. Il s'agit du plan d'investissement de la stratégie nationale sur le changement climatique. Perihan Farouk nous a présenté ce commentaire à propos de l'initiative du Premier ministre Dr Mostafa Medbouli. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a confirmé l'importance de mobiliser les efforts du secteur privé pour financer les projets verts et l'énergie renouvelable, ajoutant que le gouvernement a avancé de grandes facilités au secteur privé. Il a dit que cette séance, tenue dans le cadre de la journée de la finance, portait sur la participation du secteur privé aux projets liés à l'action climatique, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre, slogan de la COP 27. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a déclaré que la solidarité de toutes les parties, gouvernements, sociétés civiles, agences de l'ONU et sociétés financières régionales et internationales, est désormais un choix sine qua non, étant le chemin le plus court et le moyen le moins coûteux pour faire réussir la lutte contre le changement climatique. Lors de l'inauguration de la journée de la finance, organisée par le ministère des Finances dans le pavillon égyptien, dans la zone bleue, dans le cadre de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, Medbouli a affirmé que ce rassemblement, cette journée de la finance,
était une preuve du lien entre les politiques financières et les questions climatiques qui affectent les ressources des États, notamment ceux en développement. Les politiques financières sont devenues un facteur déterminant dans l'accompagnement des efforts déployés pour l'atténuation et l'adaptation climatique, a dit le Premier ministre. Le succès des débats dépend de la capacité collective à avancer des initiatives sérieuses, efficaces et applicables, a-t-il précisé, ajoutant que le ministère des Finances égyptien coopérait actuellement avec les partenaires pour formuler 2 initiatives concernant la facilitation des échanges d'aide climat-nature et réduire les taux d'intérêt et des prêts verts adéquatement à l'accord de Paris et aux résultats de la COP26 concernant le volet de la finance de l'adaptation. Madbouli a souhaité que ces initiatives soient traduites en engagements sérieux, en sus des idées que pourraient suggérer les participants pour aidant à assurer des ressources supplémentaires aux pays en développement, notamment ceux d'Afrique. Donc, AHL nous a présenté cette ébauche de ce calendrier, cet agenda qui va être donc suivi à la lettre d'ici à l'an 2050. Et on a vu le Premier ministre inaugurer donc dans la zone bleue cette série d'initiatives. Alors, comment vous traduisez, comment l'Occident voit l'engagement de l'Égypte à se convertir en un pays où l'économie, en économie verte, donc, et comment on a perçu cette COP27? Écoutez, moi je suis rentré hier du COP27, j'étais à Sharm el-Sheikh jusqu'à hier matin, et donc j'ai rencontré notre Premier ministre Moustapha Madbouli et surtout aussi notre ministre de l'Environnement, Madame Yasmine Fouad. Que je la félicite énormément pour l'organisation de ce COP27 qui ne laisse rien à envier aux organisations européennes. J'ai participé à beaucoup d'organisations en France et en Europe et je trouve que l'organisation qui est faite en Égypte, qui a fait plusieurs tables rondes de tout le temps de ce COP qui n'a pas encore fini et nous sommes étonnés de jour en jour. Moi, au niveau législatif, au niveau parlementaire, non mais au niveau, là on voit, on voit une volonté sincère de changer les choses. Cette volonté, on le voit par le président de la République égyptienne, par le gouvernement, par la disponibilité des ministres qui sont là tout le temps, qui reçoivent toutes les délégations. Et je pense que le travail, cette année, elle est à la hauteur. Je pense que cette COP27, elle sera vraiment une des meilleures COP, parce il y a chaque année un COP. La prochaine, ça sera à Dubaï, aux Émirats arabes. Je serai aussi, le parti Écologie au Centre, il va participer. Mais franchement, nous sommes satisfaits, d'où le président Jean-Marc Gouvernatori a tenu à honorer et à donner un trophée à Madame la ministre Yasmine Fouad. Et également c'est peut-être pas direct avec la COP, mais à notre amiral Oussama Arabia, le président de l'autorité du canal de Suez, qui nous a généreusement invités hier dans le sud du canal pour sa gestion dans la crise du bateau il y a quelques mois. Et donc, franchement, nous sommes fiers de notre amiral et nous sommes fiers de notre ministre de l'Environnement et je vois du travail sincère. Et d'ailleurs, le canal de Suez, il y a eu cet engagement de la part de l'Égypte à travailler pour la production, une très très grande production d'énergie verte renouvelable, bien sûr, qui va être abritée par le canal de Suez dans le cadre de l'activité économique. Tout de suite, on va vous retransposer vers Sharm el-Sheikh. Notre très cher ami et collègue Noha Aleh a effectué une série d'entretiens avec de grands décideurs du monde. Justement, l'Égypte, sous les projecteurs, a été un des pays qui ont abrité au moins 190 présidents et représentants du gouvernement. C'est quelque chose qui n'arrive pas, même les Européens sont étonnés. Alors, Noha Aleh va tout de suite nous inviter
à Sharm el-Sheikh pour discuter avec son Excellence, le Premier ministre ou le ministre d'État au Monaco, Monsieur Pierre Dartout. Alors, Anohala. Nous sommes à Sharm el-Sheikh pour cette couverture très spéciale de la COP 27. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir son Excellence le Premier ministre de Monaco, Pierre Dartout. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Alors, justement, vous participez à cette COP 27 qui se tient en Égypte, dans un pays africain. Qu'attendons-nous réellement de cette COP au vu de tout ce qui s'est passé cette année avec les inondations, avec les déforestations, avec justement les forêts qui ont été brûlées? On a vu un petit peu des images terrifiantes pour la première fois, les hausses des températures. Qu'attendons-nous réellement de cette COP 27? Bien, cette COP 27, ça doit être la COP de la mise en œuvre, de l'implementation en anglais. C'est ça qui est déterminant, parce que nous savons tous ce qu'il faut faire, il faut qu'on s'en donne les moyens, et maintenant il faut qu'on s'engage dans l'action. Et il y a notamment un certain nombre de choses à mettre en œuvre en termes de solidarité, notamment entre les pays développés et les pays en voie de développement. Il y a aussi un effort d'information important qui doit être fait auprès de la population pour lui dire que nous sommes face à une réalité, ce changement climatique, et que nous devons nous donner les moyens de lutter contre cela. Et justement, vous, en arrivant en Égypte, à Sharm el-Sheikh plus précisément, vous avez ressenti justement cette volonté de cette jeunesse qui était présente et des chefs d'État et des hauts responsables qui sont présents. Est-ce que vous sentez vraiment qu'on veut faire bouger les choses? Moi, je pense qu'on veut faire bouger les choses. Oui, j'ai été quand même impressionné par le haut niveau de conscience qui existe et qui est bien évidemment motivé par les tragédies climatiques que nous avons rencontrées, que vous rappeliez tout à l'heure. Et je crois que c'est très important. Ici, dans ce pays, depuis l'Antiquité, où l'Égypte a fondé une des plus grandes civilisations, on a été confronté aux crues du Nil et on les a gérés. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une époque tout à fait différente par son ampleur, par la fréquence des faits. Il y a aussi les questions liées à la désertification, et tout cela nous oblige aussi à agir et faire preuve de l'ingéniosité des Égyptiens il y a 3000 ans. On remarque néanmoins l'absence de grandes puissances qui sont souvent entre guillemets les mauvais élèves. C'est vrai qu'il y a eu des promesses qui ont été faites lors des accords de Paris lors de la COP 21 en 2015. Aujourd'hui, ils sont absents une nouvelle fois. Est-ce que c'est pas aussi on a l'impression qu'on perd espoir en voyant qu'ils ne sont pas présents? Alors, moi j'ai quand même assisté à une table ronde qui est extrêmement intéressante sur le financement vert, et où était présent John Kerry, l'envoyé spécial du président Biden, ainsi que M. Al Gore, qui a été vice-président des États-Unis. Et ces personnes-là représentent quand même un haut degré de conscience du danger. Alors c'est vrai que nous sommes dans un contexte géopolitique qui est très particulier, sur lequel je ne reviens pas. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont exprimés là-dessus. Et c'est vrai que ce contexte a certainement pesé sur la présence des uns ou des autres. Le pensez-vous vraiment? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, étant donné qu'il y a une crise économique due au coronavirus, puis après la guerre russo-ukrainienne aussi se fait sentir un petit peu partout dans le monde. Mais après, trop laisser le climat aussi, ça pourrait avoir des répercussions. Il ne faut surtout pas laisser le climat de côté, si j'ose dire. Parce que les problèmes que nous avons en matière de réchauffement, de dérégulation climatique, vont s'aggraver. Il ne faut surtout pas les oublier aujourd'hui. Vous avez totalement raison. Il y a certes, malheureusement, cette guerre en Ukraine. Il y a les suites de la pandémie qui a coûté beaucoup à tous les pays de la planète. Et il ne faut surtout pas, bien sûr, abandonner l'objectif prioritaire qui nous concerne et toutes les générations qui viennent après nous.
Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tous en danger à cause des répercussions du réchauffement climatique. Est-ce que c'est le cas aussi à Monaco? Alors à Monaco, il faut bien, c'est un tout petit territoire de 2 km², très urbanisé. Mais Monaco peut subir ce que l'on appelle dans l'Europe méditerranéenne les pluies cévenoles, c'est-à-dire ces fortes pluies qui viennent sur un sol qui est très sec et qui provoquent des écoulements d'eau extrêmement importants. Ces inondations, ce type d'inondation a toujours existé en France, en Espagne, en Italie, à Monaco. Mais aujourd'hui, ces inondations sont plus fréquentes et plus puissantes. Et quel est votre message justement que vous souhaiteriez adresser lors de cette COP 27? Eh bien, il faut que les jeunes soient pleinement mobilisés pour bien dire aux générations qui sont avant, il faut continuer à se mobiliser et il faut que nous montrions tous l'énergie et la volonté nécessaires. Monsieur le Premier ministre, merci, ce fut un Merci à vous. plaisir. Merci à vous. Merci bien. La réussite de cette COP 27 qui était assurée depuis le premier jour avec cette forte participation, cette densité, ces chefs d'État, ces décideurs qui étaient quand même extraordinaires. Je viens de relever à mon note j'ai vu entre autres le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a été salué par John Kerry lui-même. Donc une représentation immense et folle avec les décideurs du monde. Alors, on a parlé de réussite de cette COP. Est-ce que cette réussite va se répercuter sur tout cet agenda qui a été mis en place pour pouvoir donner et financer les pays du Sud, les pays de l'Afrique? Est-ce qu'ils vont figurer effectivement dans le planning Écoutez, des moi, finances, pour du moi, financement? les Nations Unies doivent prendre des décisions importantes pour aider l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de l'aide pour pouvoir changer et aller dans une consommation d'énergie renouvelable, d'énergie propre, des énergies non polluantes. Donc je pense que la responsabilité des Nations Unies, elle est là. L'Égypte, elle a assumé, elle a organisé son COP. Maintenant, il faut penser à l'Afrique. On ne peut pas laisser les choses se dégrader comme ça en Afrique. L'Afrique, quand même, c'est les voisins de l'Europe, c'est un continent très important pour l'Europe et on doit aider l'Afrique à affronter les problèmes écologiques. C'est très important. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, les pays riches doivent faire face à leurs responsabilités pour l'Afrique et pour eux-mêmes, parce que Oui, mais cette question de dédommagement, on a parlé à Glasgow et même avant Glasgow, des 100 milliards de dollars qui doivent financer les quelques pertes de ce continent et pour l'aider un petit peu à s'adapter, parce qu'on parle de concept d'adaptation à se relever, tout climatique. simplement. Est-ce que cet engagement va être pour la première fois, je veux dire, effectif? Ben, moi, j'espère que ça sera le cas. Au-delà des 100 milliards. J'espère que ça sera le cas. On constate partout que la température augmente et c'est vraiment une alarme, un danger. Et c'est simple. Si on ne fait rien dans les années à venir, eh ben, tout simplement, l'humanité va rejoindre les dinosaures. L'humanité va disparaître. C'est sérieux aujourd'hui, ce n'est pas des paroles comme ça. Et au fait, on est devant deux chemins où on va tous faire des efforts, et les pays industrialisés et les Nations Unies, pour qu'on arrive à changer. Et il y a aussi monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, il a parlé de la formation des peuples, l'éducation des peuples. C'est très important et que ça doit être un problème. C'est une question de moyens donnés au peuple du Sud. Est-ce que cette relation nord-sud va finalement retrouver cet équilibre quand vous parlez de on est au bout du gouffre, au bout de la catastrophe, comme a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres? Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence climatique va imposer ces pays industrialisés, ces pays pollueurs, à prendre une part de la responsabilité sur le terrain?
Ben, je l'espère. Pour avoir un monde meilleur pour nos enfants, il faudra vraiment faire des efforts énormes. Et les premiers responsables, c'est les mêmes qui ont pollué ce monde depuis longtemps. Sans les nommer, ils ont une responsabilité envers l'humanité. Et à eux de faire un effort énorme. Les autres pays, ils vont suivre, bien sûr. Alors, de retour à vous, à Écologie au Centre, qui est le parti que vous représentez. Bien sûr, il y a eu un des objectifs déjà par les anciennes COP et sommets climatiques en général, c'était atteindre le seuil de 1,5 degré centigrade de réchauffement et d'arriver à 0 émission à effet de serre d'ici l'an 2050. Comment vous le voyez? Est-ce que c'est réalisable en France, par exemple? En tant que pays du Nord. Il y aura une volonté politique, et il y en a un peu, bien sûr, mais on demande de plus que ça, on demande de plus de la délocalisation, parce que quand on fait que chaque région elle émette de ses décisions dans l'écologie, c'est très important. Il faut consommer sur place, consommer beaucoup moins, parce que la consommation utilise beaucoup d'énergie et c'est contre tout sens sérieux pour l'humanité. Donc il faut délocaliser dans chaque région, dans chaque commune, et ça sera un effort, et c'est ce qu'il demande notre parti, c'est ça, c'est consommer moins de viande, parce que quand on consomme plus de viande, pollue l'atmosphère. Exactement. Il y a des études là-dessus, on a parlé de scientifiques tout à l'heure, et donc il faut moins consommer de viande et essayer moins aussi... Moins consommer du plastique, moins consommer une gamme de produits auxquels nous sommes fortement habitués. Exact. De retour à cette question de la participation de El Gore, par exemple, qui est l'ex-vice-président américain, qui est un des pionniers de cette question de militant, qui a le premier statut de militant vrai en tant qu'homme politique et décideur depuis 1995, depuis The Day After Tomorrow. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, sûrement ce film clé. Est-ce que finalement, aujourd'hui, face aux catastrophes qui existent, vous en France, vous avez vécu des catastrophes. Absolument, mais c'est ce que j'apprécie pour monsieur... Cet appel peut être entendu. Oui, non, mais pourquoi pas. Et c'est ce que j'apprécie pour monsieur Al Gore, ex-vice-président américain, c'est qu'il a adopté, il a aidé des institutions, même des entreprises françaises, à mettre en place ce qu'on appelle Cyber School. Cyber School pour les enfants de 6 à 12 ans pour l'éduquer à l'écologie. Et moi, je pense que c'est aussi une clé très importante d'éduquer les enfants pour cela. Donc, moi, je salue ce vice-président parce qu'il a travaillé beaucoup, surtout sur la dimension de l'éducation des enfants. Éducation, mais aussi cette question de database du globe terrestre. Il avait une intervention hier, une des tables rondes qui travaillait justement sur les travaux locaux au niveau planétaire pour pouvoir que chaque région puisse déterminer son lot de carbonisation ou de production de carbone. J'ai trouvé que c'était intéressant. De retour à nos événements, bien entendu, importants d'aujourd'hui, qui concernent la COP27, notre ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est président de la COP27 aujourd'hui, a souligné que les partenaires internationaux devraient accroître leur contribution financière pour fournir le financement climatique nécessaire. Monsieur Shoukry a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre irlandais des Affaires étrangères, M. Simon Coveney, en marge de la conférence sur le climat. Le chef de la diplomatie s'est également entretenu avec les envoyés spéciaux de la Chine, mais également de la Russie, pour le changement climatique. Perihan Farouk nous dit plus sur ces deux grandes rencontres d'aujourd'hui effectuées par le président de la COP27.